Bienvenue dans Destin alchimique, une émission qui vous permet de voir que nos épreuves peuvent être le tremplin de notre destinée, de notre valeur ajoutée au monde. Et aujourd'hui, dans cet épisode 11, j'ai la grande joie de recevoir Emmanuel Urbu, qui est mon cousin, qui a vécu un certain nombre d'épreuves dans sa vie et qui les a magnifiquement transformées. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, alors j'avais envie de vous le faire découvrir. Bienvenue. Bonjour, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Alors, tu sais, j'aime bien commencer par la présentation de qui tu es, donc je vais te laisser la parole pour que tu te présentes. Et l'idée, c'est que tu te présentes par ce qui t'anime. Qu'est-ce qui te porte dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Donc je m'appelle Emmanuel. Ce qui m'anime dans la vie, je pense, c'est aujourd'hui, et ça a beaucoup changé dans ma vie, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est certainement aider les autres à travers toutes les épreuves que j'ai vécues et certains qui vivent les mêmes aujourd'hui, puisque certaines de ces épreuves ont été des accidents et d'autres une maladie psychique. Donc, on retrouve ces troubles chez d'autres, donc je peux les aider en leur parlant de mon vécu. J'aime bien aider en général, hein. Je pense que je suis et j'en tire pas une grande fierté, c'est que je pense que j'en ai besoin pour me sentir bien, me sentir utile auprès des autres. La L'autre chose, alors il y a plusieurs choses qui m'animent, mais aujourd'hui et depuis 5 ans, l'écriture m'anime énormément puisque, j'écris tous les jours et j'écris, et j'ai publié 2 livres, un auto-édité et un qui est sorti l'année dernière en librairie sur mes expériences. On va en reparler, je pense. Mais au-delà d'être publié, ce qui m'anime, c'est tous les jours d'être devant un écran blanc, une feuille blanche, où j'invente une histoire, et quand je ne l'invente pas, quand c'est la mienne, où je trouve des moyens, avec les mots, en jouant avec les mots, en jouant avec la situation pour rendre mon vécu et mes ressentis les plus fidèles à ce que j'ai vécu. Voilà, que je sois dans le récit autobiographique ou dans le roman, je le mettrai dans mes personnages. Et la troisième chose qui m'anime, et ça c'est quelque chose que j'ai appris, ouais, que je conceptualise, je dirais, depuis peu. J'aime beaucoup prendre du temps pour arrêter de chercher à comprendre. Heu, voilà, je crois que je cherche à comprendre depuis que je suis tout petit, comme tout le monde. D'ailleurs, on a un cerveau qui cherche à comprendre, et pour aller mieux, j'ai réalisé avec d'autres, qui m'ont aidé sur ce chemin que, bah, pour aller mieux, il fallait prendre un certain temps de lâcher prise, pour arrêter de chercher à comprendre et pour se sentir juste vivre, se sentir bien, heu, sans qu'il y ait d'explication à ce qu'on ressente. Et ça, je l'applique dans ma vie, et ça m'anime complètement puisque, je je prends du temps pour arrêter de chercher à comprendre. Hmm. Ça nous fait plusieurs points communs, cher Emmanuel, mais je pense que tu le savais Quelle déjà. surprise! Entre aider les autres à travers leurs épreuves, jouer avec les mots, parler de son histoire, inventer des histoires. Alors moi, j'en suis pas là à inventer des histoires. J'admire beaucoup ceux qui inventent des histoires, des romans, des fictions. Alors, quand tu dis, si on parle un peu de ton livre, parce que je pense qu'il représente vraiment bien qui tu es, on va le mettre ici là, pour que nos auditeurs le voient. S'apprivoiser, confection, peut-être un lapsus, confession d'un ex-bipolaire en consultation. Avant de parler de ce livre,
Est-ce que tu as envie de partager avec nous pourquoi tu l'as écrit et quel est le message clé que tu as voulu faire passer par ce désir d'écrire? Je l'ai écrit, pas vraiment pour des raisons thérapeutiques comme beaucoup d'ailleurs le pensent. Donc si je le dis, c'est peut-être qu'un peu quand même, mais je l'ai écrit parce que je me suis rétabli de troubles psychiques, en l'occurrence de troubles bipolaires. Heu, J'utilise le mot «rétabli» et pas le mot «guéri» volontairement, mais aujourd'hui je vis, alors certains diront avec ces troubles, moi je n'en souffre plus, donc je vis même sans ces troubles, sans traitement médicamenteux, heu grâce à un traitement que je m'inflige, mais qui est, un traitement, on en parlera sans doute, fait de beaucoup d'arrêter de chercher à comprendre et fait aussi de compréhension, mais de compréhension dans un cadre plutôt, sain, bien encadré, pas anarchique. Hem Et donc j'ai écrit ce livre pour donner, je crois, de l'espoir à beaucoup que, alors franchement l'objectif c'est pas, dans ma tête, c'est pas de dire, on peut ne pas prendre son traitement, c'est pas du tout ça. Parce que moi mon traitement, il a été important pendant 15 ans pour me maintenir et quand on parle de choses aussi sérieuses que les troubles psychiques ou les troubles bipolaires qui impliquent, et moi je l'ai vécu, des accidents quasi mortels puisque j'ai failli mourir électrocuté, qui, impliquent des tentatives de suicide. On rigole pas avec ces choses-là et donc je suis très responsable à ce niveau-là. Aujourd'hui, OK, j'ai plus de traitement, mais j'en ai un en fait. On l'appellera pas médicamenteux, mais j'en ai un et Mmh. donc l'objectif du livre, c'est de dire: «On peut aller mieux et on peut aller mieux à long terme» et j'ai coutume de dire maintenant que, OK, je n'utilise pas le mot guérison, je ne suis que rétabli, mais le jour où je serai mort, si j'ai jamais rechuté, ben, on pourra peut-être dire: «Emmanuel Urbu, il était guéri». Mmh. En Voilà. disant ça, tu sous-entends que ça peut revenir à tout moment? En en disant ça, je pense que j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas, Mmh. que je n'ai pas tout compris Mmh. et quand je vous le dis, quand je te le dis là, je me dis et ça, c'est ça qui me sauve. C'est que si je commence à croire que je suis guéri, heu, je me mets dans une zone de danger. Mmh mh. Pourquoi? Parce que, ce sujet qu'on pourrait presque appeler un petit peu une une prétention, un orgueil de se dire: «Ça y est, en gros, tous les médecins disent c'est à vie, on n'a jamais, trouvé» et moi je prétendrais. Alors pourquoi pas? Je dis pas que je pourrais prendre cette position, sauf que dans ma pathologie ou dans la pathologie dont je souffrais, c'est un symptôme. Ma path La pathologie est troubles bipolaires, mon du type dont je souffrais, qui est typiquement ce qu'on appelait avant la maniaco-dépression. Il y a une alternance de phase maniaque et de dépression. Dans la phase maniaque, on se sent tout puissant. Donc si je me mets, même si je suis pas en phase euphorique, mais si je commence à me dire: «Je suis guéri, voilà, moi c'est le passé, je ne retomberai jamais». Aujourd'hui, mon cerveau me met en alerte tout de suite et dire: «C'est exactement le Mmh. genre de choses que tu pensais quand Mmh. tu as chuté». Mmh. Ça ne veut pas dire que je suis toujours à l'affût autant qu'avant. Je suis beaucoup plus tranquille, je suis serein. D'ailleurs, j'en parle facilement maintenant de ce rétablissement. Mais personne ne peut dire de toute façon qu'il va pas se faire écraser par une voiture la prochaine fois qu'il va, traverser la route. Heu,
donc, je suis aussi prudent que ça. Maintenant, je suis pas, je, voilà, je suis aussi prudent que ça, ce qui signifie que je ne suis pas terrorisé par le fait de me faire renverser par une voiture. Mmh. C'est, je vois là la page blanche que tu évoquais tout à l'heure, cette humilité que demain est une page blanche et qu'on ne peut pas prétendre, ça serait très égotique de dire tout va bien, ça y est, c'est bon, je suis guérie, je le mets en parallèle avec ça. Si ce n'est déjà fait, je vous recommande de lire ce livre de Emmanuel Urbu, S'apprivoiser, parce qu'on n'a pas dit le titre en fait tout à l'heure, hein. S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire en consultation. Pourquoi tu l'as intitulé S'apprivoiser? Parce que je pense que ça le résume très bien. Ça résume, en fait, ce livre se développe sous 20 consultations, à travers, des consultations chez mon psychiatre, hein, des consultations réelles. Tout ce livre a été entièrement relu par mon psychiatre et il est d'accord avec ce que j'ai dit. Il me dit: «C'est votre vision de nos aventures, en fait, notre relation thérapeutique». 20 consultations entre l'âge où j'ai été, diagnostiqué, vers 35 ans, c'est-à-dire après 10 ans d'errance médicale, après 10 ans de souffrance, et alors là, extrême, hein, puisque je vivais ces hauts et ces bas sans du tout le savoir que ça correspondait à une pathologie ou à autre chose, hein. Je prends les termes de la médecine, on peut aussi le voir différemment. Ceci étant dit, euh, euh, le livre commence quand mon psychiatre me diagnostique à 35 ans et finit il y a environ 2 ans, euh, où j'ai déjà quelques années de rétablissement derrière moi. Pour montrer aux gens déjà exactement ce que sont ces troubles. Alors, chez moi, hein, on est tous un peu différents, mais euh, quand on se raconte à son psychiatre, alors je le conseille en tout cas, ou chez n'importe quel psy, autant être authentique. Euh, S'il autant y a un dire endroit où on l'est, au moins exactement. là. Exactement. Autant dire alors toute la vérité, rien que la vérité, j'en sais rien si c'est possible devant un autre être humain. Mais ceux qui liront mon livre verront à quel point je me suis mis à nu dans ce livre et en fait, je me mettais à nu devant mon psychiatre. Alors, devant mon psychiatre, devant un psychanalyste également, devant un addictologue, parce qu'il a fallu tous ces cerveaux pour m'aider, et ensuite devant une hypnothérapeute. J'ai fait des constellations familiales aussi, donc je suis allé chercher beaucoup de façons de comprendre et d'autres psychothérapies, d'approches systémiques, voire de gestalt thérapie. Voilà, certaines où je ne suis pas resté en fait dans une démarche thérapeutique, mais ça m'a beaucoup aidé d'aller frapper à beaucoup de portes parce que j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre ces comportements que j'avais, que je ne m'expliquais pas et qui me rendaient d'une culpabilité, voire d'une honte enfin, oui, je dirais extraordinaire, tellement c'était douloureux. Mmh. C'est intéressant parce que là, tu es en train de dire, et moi, tu sais, j'adore les paradoxes, hein, et que la vie est pleine de paradoxes, et même nos guérisons sont pleines de paradoxes. Tout à l'heure, tu disais, une des manières que j'ai fait, où j'en suis là, liée à mon rétablissement, c'est de plus chercher à comprendre. Mmh. Et en même temps, ce qui t'a mis sur le chemin de ce rétablissement, je ne vais pas utiliser le mot guérison, Mmh. c'est parce que tu as été en quête comme de comprendre ce qui se passait. Hein, Tout donc, à il y a quand même cette quête de comprendre t'a mené sur le chemin du rétablissement. Tout à fait. Et alors, je pense que de toute façon, on ne peut pas empêcher notre cerveau de Mmh. chercher à comprendre. Même les gens qui disent: «Ah non, mais moi je veux rien savoir, je veux pas comprendre». S'ils nous disent exactement tout ce qu'ils font dans la vie, il y a des moments où ils cherchent des explications. Il y en a, bon, OK, moi, on va dire mon éducation, ma famille, tu en sais quelque chose, m'a fait plutôt aller vers les médecins. Mais moi, je croise d'autres gens
qui ont les mêmes troubles que moi, qui vont voir des chamans. Ils cherchent à comprendre. Hein. Bien sûr. Voilà. Surtout les Donc, formes. S'il y a une forme qui ne convient pas, on... voilà, il y a une réponse culturelle aussi. Il y a quelque chose d'autre que tu as envie de nous dire sur ce livre, peut-être pour donner envie à ceux qui nous écoutent, peut-être même à des personnes qui seraient atteintes aujourd'hui de bipolarité. En quoi c'est intéressant pour elles, à ton humble avis, de le lire? Alors, à mon humble avis, pour les personnes qui souffrent de troubles, c'est toujours intéressant de voir l'expérience d'un autre, surtout d'un autre qui va mieux aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Ceci étant dit, quand on est dans le tourbillon de la maladie, lire, déjà, c'est difficile, et lire l'histoire d'un autre, c'est lourd. Ouais. Alors, je me demande si ce livre, il ne s'adresse pas plus à des gens qui sont déjà un peu en voie de rétablissement et qui cherchent d'autres clés. Voilà, et j'en donne des clés puisque j'explique tout ce cheminement qui va m'amener à arrêter de chercher à comprendre. Et on en parlera. Donc pour cela, mais aussi pour les proches, parce que les proches sont démunis au niveau de la compréhension devant un fils, devant un frère, une sœur. C'est très difficile, ces comportements qui n'ont pas de logique. Alors, elles en ont une qu'on peut essayer de chercher, mais comme ça, quand on voit un de ses proches avoir des comportements si paradoxaux, on ne peut pas comprendre. Donc, lire ce livre aidera à la compréhension des proches. Mais il y a vraiment une autre cible, je dirais, parce que j'ai été un homme de marketing dans le temps. Derrière ce livre, c'est les soignants. Et c'est tous les types de soignants. C'est que ce livre, c'est 20 consultations. Donc, je fais parler autant Emmanuel Urbu que mon psychiatre. Et donc, cette relation qui s'est mise en place, qui me permet aujourd'hui d'être là, mais aussi à des moments où je dis à mon psychiatre, non, mais moi, ça me convient pas ce que vous me donnez, ce que vous voulez que je fasse, je vais aller voir ailleurs. Et il l'acceptait très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait une bonne alliance thérapeutique, mais voilà, il l'acceptait. Et là, j'ai déjà aussi beaucoup de retours de soignants, qui soient psychiatres, psychothérapeutes, mais moi, je mets dans les soignants les profs de yoga, les profs de qigong, puis je mets tous les infirmiers, infirmières, enfin, les aides-soignants sont très importants pour des gens qui vivent des hospitalisations en psychiatrie comme moi. Donc, c'est tous les gens qui veulent aider apprendront, je pense, à travers cette expérience, raconter dans une relation thérapeutique beaucoup de choses. Et puis, le plus important pour tous ceux dont je viens de parler, c'est que j'espère en tout cas de leur donner un vrai espoir. En tout cas, oui, ton exemple à travers ce livre et à travers ce que tu incarnes en tant que personne montre que ce n'est pas une fatalité et ce qu'on croyait être une maladie irréversible, qu'on soigne qu'avec de la chimie, on peut en guérir et tu en es le témoignage vivant et donc ça peut donner de l'espoir à la fois à ceux qui en sont victimes et aussi à ceux qui peuvent être désespérés à côté pour leur donner des clés de compréhension. D'ailleurs, le mot compréhension, comprendre, revient assez souvent dans ton langage. Donc, on verra si ça fait sens tout à l'heure. Je suis obligé de te reprendre parce que tu as dit on peut en guérir. On peut se rétablir. Moi, je suis encore mort. Je ne suis pas encore mort. Donc, je ne peux pas le dire. Pardon. Pardon, mais justement... Si tu meurs après moi, tu pourras le dire de moi. On en parlera, parce que tout à l'heure, quand tu as dit, tu as associé la guérison à la mort, quelque part. Ouais. Et pour moi, ça m'a marqué.
j'ai eu un électrochoc à ce moment-là, tu sais, comme je suis empathique et je reçois parfois des messages, c'est peut-être quelque chose qui va avoir du sens pour toi. Je ne sais pas. Ce que je te propose maintenant, c'est de dérouler, d'explorer ce que tu sais déjà, mais de partager, à ton avis, ce qui t'anime aujourd'hui, hein, de témoigner, d'être là pour ceux qui traversent des épreuves, d'écrire. D'où ça prend ses racines, ça, dans tes épreuves? Quelles sont les épreuves, selon toi, de ta vie les plus marquantes qui te propulsent dans cette quête-là? Alors, il y en a une évidente qui est, alors, je vous parle un petit peu de mes troubles, mais qui ne sont pas forcément liés aux troubles bipolaires. J'avais euh, une, une manie, une manie quand j'étais en crise de m'inventer des personnages. Comme une fuite de la réalité, je n'étais plus moi, je disais que j'étais un autre. Mmh. Alors j'ai été plusieurs autres, hein, on peut en rire même aujourd'hui puisque j'ai une main paralysée suite à un accident, je me faisais passer pour un batteur de groupe de rock, par exemple. Il y avait presque un jeu à provoquer les gens. Heu, mon psychiatre je lui en parlais, il me disait: «Mais, quand vous rentrez le soir chez vous, vous savez que vous n'êtes pas ces gens». Heu, alors bon, quand je rentrais le soir, j'étais tellement imbibé d'alcool que je savais pas ce que je savais, mais bon, le lendemain, j'étais pas, et donc il me disait: «C'est pas de la mythomanie, vous êtes une sorte de comédien, vous n'aimez peut-être pas trop votre vie et vous vous inventez d'autres vies». Mais c'est devenu très répétitif dans mes crises, c'est-à-dire que l'alcool était très souvent associé à mes crises, euphoriques, incontrôlables. Je faisais soi-disant la fête, hein. Moi, intérieurement, je faisais pas la fête. J'étais dans un état second et je me mettais à raconter, une vie fantasmée. Mmh. Aujourd'hui, heu, je donc c'était l'expression d'un mal. Et mon cerveau trouvait, une solution à sa survie, en fait, en 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 avec l'aide de l'alcool, qui désinhibe bien pour raconter des bêtises, hein, c'est sûr. Mais, bon, j'étais tellement convaincant que des gens ont pu me prendre pour, je vais te dire en l'eau comme ça, bon, déjà je parle différentes langues, donc je pouvais passer pour un étranger, mais j'ai été, avec toutes les cicatrices en plus que je peux avoir, un ancien pilote d'hélicoptère, j'ai été un grand marin, voilà, alors c'était toujours extraordinaire, il y avait une sorte de mégalomanie, hein, heu et et j'en reviens toujours pas que les gens me croyaient. Alors sans doute certains n'y croyaient pas, mais n'osaient pas le me dire. Mais je sais que certains le croyaient et même, je me suis retrouvé à discuter des nuits avec d'autres légionnaires, des légionnaires à la retraite qui croyaient pertinemment que j'étais un ancien pilote de l'armée. Alors que je ne connais rien et que je n'avais rien révisé pour le faire. C'est-à-dire que j'incarnais tellement bien le rôle que ça fonctionnait. Aujourd'hui, grâce à la thérapie, hein, j'ai déconstruit tout tout ce que je mettais dans ces personnages. Je crois qu'aujourd'hui, j'arrive à écrire des histoires et je reproduis exactement la même chose, mais sainement. Mmh. C'est pas très dangereux d'écrire un roman, pour sa santé. C'est même au contraire, je me concentre pendant des heures. C'est beaucoup plus dangereux de faire croire à un légionnaire à la retraite qu'on est en gros de son acabit. Parce qu'ici, il se rend compte que je mens, il peut sans doute me casser la gueule, voire plus et voilà.
Donc ça, c'est un exemple où, en réalisant le trouble, en le plus qu'en le oui, il y avait un côté réaliser exactement ce qui se passait, c'est-à-dire ne pas fuir ce qui se passait la nuit dans ces crises, bien comprendre ce que je faisais. À un moment, j'appelais ça presque la psychanalyse par l'alcool. L'alcool, c'est bon, c'est exagéré, mais ça fait faire des choses qui sont quelque part en nous. Et au lieu d'avoir tellement honte qu'on en parle à personne, ben moi, je racontais tout à mon psychanalyste et j'ai déconstruit tout ce personnage ou ces personnages, mais il y avait toujours quelque chose de commun. Mmh. Aujourd'hui, je continue à le faire vivre, mais dans des livres. Mmh. C'est ce que j'appelle, hein, tu sais, dans mon approche, alchimique, c'est ce que j'appelle la polarité positive Tout à fait. de la blessure, qui a la version ombre que tu as très bien dit tout à l'heure. La version ombre, c'est je m'invente un personnage, alors une mythomanie ou quelle que soit la comment on le nomme, Mmh. et là, tu le fais d'une manière, on va dire lumineuse, positive, utile, Et surtout saine pour moi. oui, Que c'est de pas façon saine pour toi. voilà, pas Mmh, destructrice pour mon corps ou mon esprit, mmh. parce que je pense pas que le mensonge en permanence soit très constructif pour un être En tout humain. cas, inventer une nouvelle vie, inventer des personnages, inventer quelque chose oui, de l'ordre d'un personnage. À ton Mmh. avis, par rapport à ce que tu as vécu enfant, si tu es d'accord d'aller un cran plus loin, ça correspond à quoi ce besoin d'inventer des personnages? Je crois que j'avais besoin de lumière, j'avais besoin d'être aimé, et j'avais besoin d'exister. Parce que, je suis né le dernier dans une fratrie de 4 et heu, j'étais, un petit dernier. Tu sais, je suis arrivé, 5 ans, plus de 5 ans après le troisième, alors que les 3 premiers étaient nés en 4 ans. Donc ils étaient très proches et bon, évidemment, j'ai déconstruit tout ce qui m'est arrivé, pendant l'enfance, mais c'est assez logique de se dire que, et je m'en souviens très bien, j'étais un enfant et un petit garçon très sage, qui parlait pas beaucoup. Ma mère me disait: «Mais tu étais sage comme une image, on pouvait jamais rien te reprocher». Mais parce que, j'avais autour de moi, je me souviens à table, on était 6, mais j'avais pas ma place parce que les 3 autres frères et sœurs, mes 2 frères surtout, ils prenaient une place énorme et moi je les admirais. J'ai vraiment été en admiration de mon père, de mes 2 frères et j'aimais ma sœur et ma mère. Mais tout ça, je pense que j'étais écrasé. Alors, je trouve ça très intéressant et j'en témoigne par exemple à des gens qui ont des troubles autres que bipolaires, hein. C'est que j'ai pas été maltraité en soi. Dans ce que je viens de dire, il y a pas de maltraitance, évidente. Sauf que moi, la façon dont j'ai vécu les choses, c'est: «Mais je suis là, regardez-moi» et ce qui s'est en fait aussi passé, c'est que j'avais, heu, une maman qui adorait son petit dernier. Donc pour elle, quand j'étais seul avec elle, je pense que j'étais une star, et ça on me l'a témoigné, hein, j'étais un bébé, un beau bébé adorable, et hem, dans de la même façon, j'ai piqué la place de petit dernier à mon frère qui l'avait eu quand même pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, il avait été le chouchou et il me l'a fait payer, mais il Mmh. me l'a pas fait payer, dramatiquement. Je suis jamais allé à l'hôpital, tu vois? Mais régulièrement et ça il me l'a avoué,
il me mettait des petits coups, mais dès le baby relax, hein, et quand il me frappait, les adultes venaient, ils disaient ben, pourquoi il s'est mis à pleurer? Et lui disait ah je sais pas, je sais pas. Et je pense que j'ai grandi aussi. Ça, une des façons que je peux expliquer un peu mes troubles, c'est de passer de l'attention d'une mère vraiment qui m'adorait en superstar au chaos de la violence un peu physique. Et bizarrement, quelques années après, devant la difficulté, comment mon cerveau à 25 ans a réagi? Eh bien, soit en partant en phase maniaque où je me sentais tout puissant, superstar, et du coup, il fallait que j'invente un personnage qui corresponde à cet état euphorique. Donc, il fallait que je sois un type extraordinaire. Ouais, ça fait, il y a vraiment un parallèle entre je Exactement. suis tout puissant vis-à-vis de ma mère et je suis battu, médiocre ou écrasé par le frère, comme tu as été écrasé par un métro. Hein, Non, 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 je n'ai pas été écrasé par un. Ah, pardon. Non, T'aurais non, pu, t'aurais oui, pu l'être. oui, oui, mais ça, c'est une légende familiale, je dirais, Oui, oui, parce oui. que Le gros, quand c'est très. j'ai été électrocuté par le rail, Mm. bien avant, le métro, il n'est jamais arrivé parce que l'électricité a été coupée. Donc, en fait, je ne. euh, mais, mais en tout cas, j'ai été écrasé par l'électricité, oui. Euh, Oui, oui, le, il y a quand même, il y a comme cet écrasement. Je fais le lien par rapport à l'écrasement que tu Tout à disais tout fait. à Mais, l'heure. mais l'écrasement dans la pathologie que j'ai vécue pendant 25 ans, c'était la dépression. C'était aussi après l'euphorie, après ces crises maniaques qui pouvaient durer 2 à 3 mois, avec très peu de sommeil. Euh, eh bien, je m'effondrais complètement et je pouvais rester 3, 6 mois sous la couette avec une honte, une culpabilité. Donc, c'est comme si je reproduisais euh, mes premiers mois, peut-être. Je peux pas les revivre, ces premiers mois, tu vois, mais Mais il y a une analogie. il y a une analogie. Je veux juste rajouter une chose, c'est euh, il y avait pas de maltraitance euh, de la part de mon frère euh, exagéré. Je veux dire, je pense que, et moi, ça m'a permis aussi de me rétablir, c'est de lui pardonner. C'est-à-dire que j'ai piqué la place de petit dernier. Je me suis aussi mis à sa place en me disant, mais si ça m'était arrivé, si ça se trouve, j'aurais été vache avec le petit dernier. C'est ça que je veux dire, c'est que dans mon rétablissement, il y a aussi cette notion de. Alors, le pardon, on pourra en parler, mais c'est au moins je vis bien avec. Et quand je suis avec lui aujourd'hui, je dirais presque qu'on pourrait en rigoler. Comme ça, l'émotion qui à un moment a certainement été une une petite haine envers mon frère, je l'ai complètement transformée aujourd'hui en compréhension et en amour pour lui. En compréhension. Oui, C'est, en fait, l'idée, c'est d'imaginer ce petit Emmanuel dans son berceau. Bien sûr, il n'y a pas de caractère grave, mais n'empêche que l'enfant, le bébé que tu étais, a pu être, tu vois, ballotté entre mais la grande totalement. lumière de la maman et puis, mine de rien, même si c'est pas grave, c'est des petites Oui, maltraitances qui créent des interrogations. Soit je suis super tout puissant de grande lumière, soit je suis une petite merde parce qu'on me fait mal et qu'on me signifie que je vaux rien dans l'énergie du tout frère à qui, fait. peut-être, même s'il n'en était pas conscient, parce que tu sais, c'est des trucs freudiens, etc., veut Oui, annihiler celui qui a pris sa propre tout à place. fait. Hein. Tout à fait, je suis d'accord. Je fais cette précision pas pour le dédouaner, c'est pas ça du tout l'objectif. C'est aussi, moi souvent j'en parle
aux gens que j'accompagne, que j'aide, qui souffrent de troubles, quand ils me parlent de leur enfance, je leur dis: OK, il y a certaines personnes qui ont vécu des traumatismes affreux et il faut qu'ils traversent ça et toi, tu les aides, je sais bien, par exemple, à transmuter ça. Mais il y a aussi on va dire, des traumatismes plus classiques du petit dernier, à la fois trop aimé et indésirable pour d'autres. Ouais. Alors justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est si jamais tu l'entrevois, on va poser que ça crée quand même ça, une blessure qui est un Ah oui, indice, oui. parce que ton âme, elle a traversé ça, à mon avis, pas par hasard, Mmh. de cette amplitude dès ton enfance entre la toute-puissance et puis la descente, alors presque la réduction à néant. À ton avis, cette énergie-là, la quête opposée à ça, de cette amplitude, toute puissance, hein, la grande lumière et l'ombre, hein, si tu me Mmh. permets de le dire comme ça. Tout à Comment fait. toi tu traduis ça si ça serait quoi l'opposé qui correspond à quelque chose que tu aimes et qui serait ta valeur ajoutée aujourd'hui? Ouais, c'est très simple, hein, je crois que c'est la recherche constante de la modération. Mmh. C'est-à-dire que je suis dans une sorte de recherche d'équilibre à tous les niveaux. Heu, donc heu, je je fuis les extrêmes, je Mmh. je vais vers l'harmonie, hem, alors, ça me fait faire, par exemple, des choses comme beaucoup marcher dans la nature parce que je pense que je retrouve cette harmonie naturelle, heu et je vais le relier à ce dont on a parlé plus tôt, qui est l'arrêter de chercher à comprendre, Mmh. heu, ce À outrance. exactement, à outrance, parce que déjà on comprendra pas tout, mais moi c'est pas vraiment pour ça que je le fais, c'est parce que, j'ai un cerveau qui fonctionne rapidement, qui en crise, peut avoir des fulgurances. Il faut que je lui laisse le temps de se reposer et des activités comme, la méditation, le qigong, le chant, heu, bon évidemment ça je parle de celles que moi je fais ou j'ai fait, même la pétanque. La pétanque, aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. Pendant 3 heures, je ne pense à rien Mmh. qu'à ces boules de façon assez intéressante. Je joue avec des gens, heu, qui je suis personne pour eux. Heu, je alors que là, en ce moment, tu es en train quelque part, grâce à toi, hein, de me mettre un peu en valeur et quand j'ai, une interview à la télé, on remet un peu le projecteur sur moi et ben, j'ai besoin d'équilibrer ça Mmh. pour trouver ma modération, par des activités, solitaires ou en groupe où je suis personne, je suis un individu parmi le groupe et donc ça, c'est devenu quasiment un réflexe de rétablissement. Je Mmh. je quand je fais quelque chose dans un sens, il va falloir que je trouve, quelque chose alors je le fais plus ou moins naturellement, hein, je m'en rends compte qu'après souvent et c'est comme si, je faisais un je m'y connais bien moins que toi, mais comme un yin et un passage de yin au yang, heu, continuel quasiment Mmh. et C'est thérapeutique. Ouais, j'entendais tout à l'heure, alors tu sais, moi j'ai un toc des jeux de mots, et quand tu as prononcé le mot de modération, moi j'ai mis en parallèle avec l'errance parce que j'ai entendu modération,
qui est quelque part, tu vois, l'errance, même si le Oui. mot n'existe pas, c'est cette errance aussi dans la promenade, où on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la compréhension, on laisse errer sa tête pour faire émerger autre chose. Donc la modération, j'entends, c'est aussi n'a pas d'aller dans les extrêmes et trouver cette voie du juste milieu, chère aux taoïstes, hein, cette Ouais. voie d'équilibre. Voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Je ne sais pas si ça fait sens, mais Ah, ça fait très sens et tu vois, je l'ai dit là, je me suis mis à marcher depuis plusieurs années et je marche sur les chemins, en particulier le chemin de Compostelle, mais pas que celui-là, et se retrouver des semaines entières seul à errer, en fait, sans vraiment savoir où on va dormir le soir, ça me fait un bien fou, moi, à au corps, mais à l'esprit surtout. Bien sûr. Alors je pense, je ne sais pas si on en aurait parlé dans une discussion privée, mais j'ai appris grâce à Patrick Berenstain-Nas, qui est un de mes mentors en alchimie, que tu connais la signification de Compostelle Alors, non, mais moi en j'aime latin. En latin. non, non, Compost stella, c'est-à-dire, en gros, c'est les étoiles et la terre. C'est-à-dire, c'est mmh, les deux extrêmes, quelque oui, part. Hein. Les étoiles, c'est le yang, c'est ce qui est en haut, le grand espace. On peut inverser selon d'autres prismes, mais, et la terre, hein, c'est, on va dire, la Pachamama, donc le grand féminin. ouais, Et c'est comment l'humain erre, dans le bon sens du terme, hein, chemine entre ciel et terre, entre ces deux extrêmes, dans la plus parfaite harmonie. Donc ce chemin de Compostelle, c'est une belle image pour toi tout à qui, est, fait, qui incarne cette navigation dans les deux extrêmes opposés que sont le yin et le yang, le féminin et le masculin. tout à fait et j'irais même plus loin, le faire le chemin, correspond vraiment à ces 2 extrêmes parce que, heu, on est s on est sur la terre, on n'est pas grand-chose quand on est seul sur notre chemin. On s'en rend bien compte, surtout on traverse des paysages extraordinaires. Moi, j'ai fait la voie du Nord où on est près des falaises en Cantabrie, avec la mer à côté. C'est extraordinaire. On se sent rien, tout petit, mais quand on arrive à Compostelle, en soi, on a réussi, on s'est tapé Mm. 1500 kilomètres, on est une étoile. Ouais, Et, tu et- passes et encore de l'insignifiance à la star. Exactement. Et dans la souvent dans nos proches, parce que, ils se rendent pas compte que c'est pas du tout un exploit sportif. En fait, tout le monde dit: «Oh là, mais tu as marché tout ça», et là, on devient aussi la star de notre petit microcosme familial et amical. Mm. Bon, Emmanuel, je suis très touchée de ce partage. On pourrait en parler encore pendant des heures. Je te propose qu'on clôt ce moment pour en faire une petite pépite assez courte. Avec quoi tu as envie de clôturer? Quel est les derniers messages que tu as envie de partager? Hem, c'est c'est une phrase de Goethe, l'auteur allemand qui m'accompagne depuis, très longtemps parce que faut imaginer, voilà, aujourd'hui j'ai un grand sourire, j'ai un bel intérieur, tout ça, mais ma vie ça a été, pas mal d'hospitalisations en psychiatrie, une hospitalisation d'1 an et demi en chirurgie réparatrice suite à cette électrocution. C'était, heu quasiment, cette alternance, m'a fait quasiment arriver au dans le caniveau, hein, quand on sort de crise maniaque, on n'a plus rien, on n'a plus d'amis, on n'a plus de boulot, on n'a plus de copines. Heureusement, j'avais une famille et une mère extraordinaire qui m'a toujours ouvert la porte, mais autrement, c'était la rue pour moi ou le suicide et ça a failli être le suicide, mais je me suis raté. Donc faut imaginer, tout ce qu'il y a derrière moi, heu
Et cette phrase de Goethe qui dit « On peut construire de belles choses avec les pierres qui entravent le chemin », eh ben, encore aujourd'hui, quand je la prononce, j'ai des frissons parce que c'est vrai. Hmm. Bienvenue au club des alchimistes qui transforment les pierres cailloux plombées en pépites d'or. Quand tu as prononcé le mot d'alternance, j'ai repensé, parce que pour moi, tout est signe dans la vie et que c'est peut-être pas un hasard si tu as été électrisé ou électrocuté, parce que c'est aussi l'alternance pôle plus, pôle moins de l'électricité. Hein, on apprend ça en troisième, je crois, ou même avant. C'est vraiment pôle plus, pôle moins qu'on peut comparer au féminin masculin ou au ciel-terre et qui crée le mouvement et la vie finalement. Hein. C'est le yin et le yang qui se mettent en dualité et qui créent un courant électrique. Hein, nous sommes tous des ondes. Et qui crée ce mouvement-là. Voilà. Donc, merci pour Goethe, et puis merci aussi pour l'alternance de yin-yang et de recherche de voies d'équilibre et de juste milieu et de modération. Merci d'incarner ça et de le partager. Je te fais un grand bisou, Moi Emmanuel, aussi. et je te dis Merci. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.